Alors bonjour, on est parti pour un cours de 1 heure sur pourquoi faire un électrocardiogramme. Donc, ce sont des bases qui sont importantes à la fois pour tout jeune médecin, jeune infirmière. On ne se rend pas compte du potentiel d'un électrocardiogramme. Donc, l'électrocardiogramme, comme vous allez le voir, c'est à la fois utilisé pour du dépistage et du diagnostic. On va voir ça ensemble. Quelques rappels. Un électrocardiogramme, c'est l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur est un organe automatique. D'accord? Il a une activité, je suis obligé de vous présenter ces deux courbes, de potentiel de membrane. La membrane est chargée électriquement pour les cellules automatiques de l'oreillette. On appelle ça atrial, les oreillettes. L'atrium, en latin, c'est l'entrée du cœur, des maisons. Et le cœur est automatique. Quoi qu'il arrive, il est automatique. Comme vous le savez, un cœur n'a pas besoin d'être stimulé par le système neurovasculaire. Pendant quelques temps, sorti du corps, il fonctionne. Donc, le cœur a une fonction automatique et c'est ce que nous allons étudier, les propriétés de l'oreillette et de cet automatisme. Donc, c'est important de comprendre qu'on veut mesurer l'automatisme du cœur. On veut mesurer également, au niveau ventriculaire, cette décharge électrique qui va nous donner des QRS, comme vous allez le voir, qui sont les cellules automatiques de Purkinje. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'il y a de l'automatisme au niveau de l'oreillette et il y a de l'automatisme au niveau du ventricule. La pente ici est la plus importante de dépolarisation spontanée, la phase 4. Donc, les oreillettes se dépolarisent plus vite que les ventricules. Si les oreillettes ne fonctionnent pas, plus on va descendre dans l'appareil ventriculaire, plus il va y avoir une capture du rythme par les cellules automatiques. Donc, première chose à comprendre, ces cellules automatiques se distinguent au niveau du ventricule par le fait que c'est le calcium qui déclenche la contraction. Là, c'est le sodium. Donc, il faut comprendre que c'est cette variation du potentiel d'action liée à un contact, comme on va le voir tout à l'heure, qui crée un brutal microcourant, comme un fil électrique comptant, parce que la cellule ventriculaire est électriquement négative. C'est comme si vous aviez un élastique qui était tendu. Quand il est tendu, si vous lâchez un bout, pouf, ça part. S'il n'est pas tendu, ça ne marche pas. Donc, vous ne pourrez pas déclencher un signal électrique à un cœur qui n'est pas très électronégatif. Et ça, c'est très important à comprendre. Il faut vraiment être chargé électriquement pour fonctionner. Donc, je vous l'ai dit, les cellules atriales sont plus importantes que les cellules ventriculaires. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du myocyte? Le myocyte, c'est le nom de la cellule cardiaque contractile. D'accord? Elle a, on l'a vu, un potentiel négatif au repos. D'accord? La prochaine fois, je couperai les petites sonnettes qui arrivent. Donc, elle a un potentiel négatif au repos. Elle n'est pas automatique. La cellule contractile, elle est là pour obéir aux ordres des autres cellules qui sont automatiques. Donc, des cellules automatiques et des cellules qui ne sont pas automatiques, avec un gradient intracellulaire très négatif, extracellulaire, qui s'explique par la sortie du sodium, on va le voir. Quand un influx arrive près de cette cellule, parce que de contact, elle a reçu un influx qui arrive vers elle, cette cellule se dépolarise, cette cellule ventriculaire, elle n'a pas de potentiel de repos actif, mais tout d'un coup, elle reçoit ça. L'élastique fait que les pores sodiques laissent rentrer brutalement le sodium, le potentiel d'action devient positif et le calcium rentre dans la cellule pour provoquer la contraction de l'actine et de la myosine. C'est le calcium qui est l'agent de la contraction, mais il ne rentre dans la cellule qu'un bref temps. Ce bref temps est déclenché par une électropositivité des pores favorisés par ce système. C'est très malin, très malin. Dès que la contraction est finie, on va voir que le potassium va stabiliser à nouveau et faire en même temps que le sodium sort, le potassium est repolarisant. Donc, on voit bien les ennuis qu'on va avoir avec le kalium, le potassium, et il va restaurer un potassium stable jusqu'à la prochaine contraction. Donc, le calcium ne rentre que s'il y a un potentiel de membrane électropositif. Donc, on a compris l'automatisme, on a compris un petit peu comment ça fonctionnait au niveau du muscle cardiaque, et on va voir un peu comment le courant électrique qui démarre ici, au niveau du nœud sinusal, alors c'est une oreillette droite qui est amplifiée, hein, là, elle n'est pas si grosse que ça, hein, c'est l'oreillette gauche qui est la plus grosse. L'oreillette droite, elle va démarrer en premier,
au niveau du nœud sinusal. Ça ressemble comme un sourcil, c'est 1 millier de cellules, c'est très peu, près de la veine cave supérieure. Et cette cellule, ce groupe de cellules va activer l'oreillette gauche et va ensuite déclencher la contraction dans l'oreillette gauche. Et ensuite, ça va diffuser dans le nœud atrioventriculaire et dans les branches, et ensuite dans le système de Purkinje. Et c'est dans le système de Purkinje qu'il va y avoir un contact avec les cellules contractiles. Voilà. Donc, tout ça, je viens de vous l'expliquer, et vous pourrez le relire si vous l'avez raté. Donc, qu'est-ce qui se passe sur un électrocardiogramme? Pourquoi on a ce QRS-là? Alors, je pars d'une cellule qui a ça. Pour ça, je vous le montre parce que c'est indispensable à comprendre. Et la somme de ces potentiels d'action ventriculaire, un seul, on ne peut pas le capter. Il faut une grosse masse de ventricules pour arriver à enregistrer une activité électrique de surface. Donc, la différence entre l'endocarde et l'épicarde va donner ce QRS. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de différence de potentiel. Mais là, quand l'endocarde commence à se dépolariser et que l'épicarde n'est pas encore dépolarisée, ben, il y a une différence de potentiel qui monte extrêmement vite. Cette différence de potentiel sous l'électrode qui enregistre, c'est elle qui va donner ce QRS. Ce QRS, après, il y a à peu près sous l'électrode une sorte de stabilité électrique, le segment ST, qui paraît sur un électrocardiogramme isoélectrique, en fait. Spectateur de ce qui nous arrive, mais vraiment acteur du redressement de notre propriété. Lofty, coupez votre parole là. Lofty, coupez votre micro. Voilà. Donc, ça arrive souvent. Le segment ST donc, est isoélectrique, bien que la cellule soit positive. Hein. Et puis, vous avez ensuite, et ça c'est très très important, une différence entre l'endocarde et l'épicarde, ici on va le revoir, qui explique que l'onde T soit asymétrique. Et à la fin, vous avez des petits courants de repolarisants potassiques au niveau des cellules de Purkinje qui sont responsables de l'onde U. Donc, cette traduction est très importante à comprendre. Quand on voit un électrocardiogramme, il faut comprendre qu'il y a plein de signaux électriques qui traduisent le passage du cœur. Il y en a qu'on ne voit pas, le faisceau de His, le nœud atrioventriculaire, on n'en voit pas les stigmates sur un électrocardiogramme de surface. Donc l'électrocardiogramme, vous avez compris à quoi ça allait servir. Au dépistage, je vous l'ai dit, et ensuite au diagnostic. Le dépistage, c'est par exemple les arythmies atriales, très important, l'arythmie à cause de la désorganisation de la mécanique cardiaque. On l'oublie trop souvent, mais quand l'oreillette et le ventricule ne se contractent pas de façon synchrone différée, il y a une perte de l'efficacité mécanique. Ce n'est pas pour rien que l'oreillette se contracte avant, c'est la fin du remplissage ventriculaire. Quand l'oreillette, elle envoie le résidu juste avant la contraction, le résidu qui est dans les oreillettes, elle se contracte, elle envoie tout au ventricule qui vient de recevoir le dernier petit regaton qu'il y avait dans les oreillettes. Et juste avec une bonne distance entre l'onde P et le QRS, c'est-à-dire moins de 200 millisecondes, on va avoir cette contraction ventriculaire. Et ça, c'est du muscle. D'accord ? C'est du muscle, c'est-à-dire que le QRS va me permettre de repérer des maladies, des cardiopathies. Il y en a un qui n'a pas coupé son micro, merci. Et le risque syncopal va être la troisième chose que vous allez pouvoir dépister. Quand vous faites un électrocardiogramme, pour les sportifs, pour tout un tas de métiers, il est important, quand vous faites pilote d'avion ou je ne sais pas quoi, ou du sport de haut niveau, que vous n'ayez pas un risque syncopal. Et c'est ça qu'on va essayer de voir sur un électrocardiogramme. On va apprendre le QT lourd, le bronchadal, la préexcitation et les choses plus rares qui sont le BAV, moins grave finalement que cela, l'ischémie donne des risques syncopaux, le BAV et le bloc sino-atrial. Donc, c'est du dépistage et c'est du diagnostic. Alors, donc, le 1, c'est l'oreillette, ça, vous l'avez vu. On verra donc dans chacun de ces constituants de l'électrocardiogramme les composantes qui vont nous aider à réduire le risque syncopal et mort subite. Les urgences cardio. Il y en a 4 des urgences cardio, d'accord ? La douleur thoracique. Donc, tous les médecins généralistes ne font pas de l'urgence cardio, mais ils en font un petit peu. C'est pour ça que vous êtes là. Les infirmières de pratique avancée ou qui font un peu de la cardiologie en musique, etc., ont besoin quand même d'avoir des notions sur la douleur thoracique, les externes aussi pour leur examen. Et puis, si vous avez un appareil chez vous, autant faire du diagnostic qui peut expliquer des symptômes majeurs comme la dyspnée aiguë, la douleur thoracique. Et moi, je vous ai mis la palpitation, les tachycardies. Et là, bon, à un niveau débutant,
on verra un peu de métabolique et toxique, mais à un niveau de réanimateur, d'urgentiste, de smuriste et tout ça. Les néphrologues, évidemment, les addictologues doivent, surtout les psychiatres doivent connaître les effets des médicaments sur le cœur. Donc, il y a beaucoup de choses à voir sur un électrocardiogramme. D'accord ? Je vous ai un peu classé ça en 7 catégories, mais c'est pour vous allécher un peu et on va les passer en revue parce que c'est ça l'objectif de tous ces cours, c'est que vous ayez compris à quoi servait un ECG dans le dépistage, qu'est-ce qu'il faut chercher. Les gens ne savent pas. Donc, on ne trouve que ce que l'on cherche, on ne cherche que ce que l'on connaît. Et on sait qu'il faut dépister de l'arythmie atriale, on sait qu'on peut dépister du QRS grâce aux cardiopathies, et on sait essentiellement qu'on va dépister en numéro 3 des tas de maladies qui sont liées à des dysfonctionnements du nœud sinusal, du nœud, et qui peuvent donner des syncopes et morts subites. OK ? Donc, on y va. Oui, là, je vous ai mis la suite, 4, 5, 6, 7 pour les urgences cardio. Comment enregistrer un électrocardiogramme? Alors, ces photos sont récentes. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est assez risible, mais malheureusement, c'est triste. C'est triste. Parce que vous donnez des violons, des Stradivarius à des gens, et voilà ce qui sort parfois, du matériel qui va être condamné à se fissurer, à dysfonctionner, à casser les câbles. Là, vous allez avoir quand même du grand n'importe quoi au niveau des électrodes, et voilà, on va le voir ensemble. Surtout ça, je vais vous apprendre à l'œil nu, rien qu'en regardant le thorax, à mettre des électrodes, même pas besoin de calculer quoi que ce soit avec les mains ou avec les connaissances de base. Donc, il faut un beau chariot, d'accord ? Rangez-le bien, vérifiez que vous avez tout, le manuel, les roues qui fonctionnent bien, qui ne bloquent pas, le bras, il n'y est pas le bras, mais un bras pour tenir le câble, c'est beaucoup mieux que ça. Je n'ai pas voulu faire de photos, ce n'est pas une pub, hein, je n'aime pas tellement cet appareil de toute façon. Donc, ce n'est pas forcément celui que je veux. Mais vous voyez qu'il faut du matériel. Alors, ça, c'est un gel pour que les électrodes coupent bien. Il faut un petit rasoir. Il faut des électrodes. Sachez que les électrodes ne coûtent pas cher du tout. J'ai été étonné par le prix des électrodes dans le commerce. Les électrodes, elles sont filaires. On verra qu'il y a maintenant des électrodes Bluetooth, un petit peu plus chères, mais qui ont l'avantage de pas, on n'a pas à avoir de fil quand on se balade et quand on se déplace. Voilà, vous avez de petits stocks de documents. Il faudrait aussi un stylo pour signer l'électrocardiogramme. Ce serait pas mal si quelqu'un le laissait là aussi. Et vous avez donc un bel appareil mobile. On le met en général à droite du lit. Avec comme tout, en général, on met tout à droite du lit, on fait les électrons à droite du lit. Enfin, j'avoue que c'est une habitude que j'ai moi, mais parce que j'ai l'habitude d'être à droite du lit, mais ça marche aussi bien à gauche. Donc, vérifiez les batteries. Alors, les batteries, je vais vous en parler. Vous ne savez pas qu'il y a des batteries là-dedans. Elles sont rechargeables, donc il faut bien les charger, le mettre. Mais en plus, il y a des piles. Et ce sont ces piles qui permettent, quand vous débranchez la batterie ou que la batterie est vide, de garder en mémoire vos réglages de départ. Donc, en fait, il y a une petite pile plate de longue durée et il faut quand même s'assurer avec l'ingénieur médical ou si vous êtes infirmier que la batterie… Parce que sinon, vous allez perdre tous vos réglages. Le système d'enroulement des câbles, c'est essentiel. Et puis, je vous ai mis les guides de fonctionnement, les mises à jour, comment on fait une mise à jour par heure. Tous les 6 mois, il faut changer d'heure. Comment on saisit une identité malade. Quand vous commencez à travailler, vérifiez que vous avez du papier en réserve, vérifiez que vous avez des électrodes de qualité et vous avez, si possible, une transmission Wi-Fi Bluetooth. C'est l'avenir. On aura bientôt plus ces énormes appareils avec une imprimante, parce que ça coûte cher une imprimante, ça coûte cher le papier, ça coûte cher les électrodes, enfin pas tellement, mais c'est surtout les fils qui cassent. Et vous allez voir que progressivement, on aura des appareils beaucoup plus petits et qui transmettront en Wi-Fi Bluetooth si nos ingénieurs biomédicaux sont intéressés par ça, ce qui n'est pas évident. Parce qu'en fait, s'ils n'ont pas la pression du demandeur, ils nous laissent avec des systèmes qui ont 10, 20 ans. Et quand il est cassé, on le remplace, alors que les progrès techniques énormes ont été faits, on va le voir. Donc, quand vous commencez à enregistrer, ce qui est important, c'est je ne le répéterai jamais assez, d'avoir du papier en réserve, mais quand vous le mettez le carré noir en bas. Ça, les gens sont toujours étonnés, me disent toujours « Ah bon, je ne savais pas ». Oui, parce que le carré noir sert à découper le papier, et s'il n'est pas présent, si vous le mettez en haut par exemple, l'électrocardiographe tourne souvent un peu, il coupe la feuille n'importe comment, et vous êtes obligé d'avoir 3 feuilles au lieu de 2 que vous n'arrivez pas à plier, qui coûtent cher puisque vous gaspillez une feuille par appareil électro. Et donc, régler le papier noir, le carré noir en bas sur tous les appareils. Ensuite, vous vérifiez le redatage.
L'horodatage, c'est est-ce que c'est bien l'heure et le jour, d'accord? Est-ce que c'est bien 15h14? Là, je ne vous ai pas mis le jour. Et vous voyez que, comment dirais-je, ça, c'est intéressant parce que c'est un écran numérique de ce que vous allez voir là, même si ce n'est pas le même appareil. Avant d'enregistrer, ce qui est intéressant, c'est, donc vous vérifiez les piles, on en a déjà parlé. Vous vérifiez le calibrage. Le calibrage, c'est ça. Et c'est présent, c'est pour ça que j'aime beaucoup les numériques avec écran, parce que si vous avez un appareil sans écran, vous ne savez pas ce que vous allez enregistrer. Vous ne savez pas quel est le filtre, vous ne savez pas quel est le calibrage. C'est 25-10-35 sur nos appareils, le Mindray, mais ça pourrait, comment dirais-je, ça pourrait être du 25-10-40 ou 25-10-50, 60, 100 ou 150. On verra la différence et pourquoi 35 est agréable, mais il y a des pièges. On n'a jamais rien sans rien. Ce que vous ne savez pas également, c'est qu'il y a un répertoire. Le répertoire, ça permet de retrouver, en cliquant sur le bouton, encore faut-il le savoir, tous les électros que vous avez enregistrés depuis parfois un mois. Par exemple, sur le Mindray de l'hôpital, chez nous, et toute l'assistance publique, vous avez 750 ECG en mémoire. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de l'imprimer. Vous pouvez l'imprimer, le mettre en Bluetooth, le donner au patient et le mettre en Bluetooth. Vous pouvez les revoir si vous l'avez donné et que vous voulez le remontrer à votre chef le lendemain ou si vous voulez faire une impression. Vous pouvez l'enregistrer à des formats numériques ou des formats papier. C'est extrêmement pratique. Je vous conseille absolument d'avoir un stockage répertoire, comme il est recommandé au moins 40 ECG, mais ça va jusqu'à 1500 dans la base de données. C'est rien maintenant, les bases de mémoire. Donc, et puis, il suffit d'appuyer sur le bouton et de connaître l'heure. Par contre, vous n'aurez que ça si vous n'avez pas mis le nom. Et ça, c'est quand même dommage qu'en France, avec la douchette et l'étiquette, on n'ait pas automatiquement l'inclusion du patient. Pour moi, c'est tout à fait anormal. On nous fait chier avec les médicaments et on ne nous fait pas chier avec les devices. Ça me rend un peu fou. Là, vous avez des boutons manuels ou 60 secondes. Bon, là, c'est un ECG 12 secondes. Vous avez vu qu'il fait 12 secondes et qu'en plus, avant d'enregistrer, vous pouvez vérifier qu'il n'y ait pas parasité ou des erreurs d'électrode. On verra comment on fait. Donc, on doit trouver ce calibrage ici. C'est 2 carreaux en hauteur et 1 en largeur. C'est essentiel. Si vous savez le nombre d'erreurs techniques qu'il y a à cause de ce petit calibrage, j'ai vu une des vétérinaires qui m'a montré un électrocardiogramme et qui participait à la formation. Et tout de suite, j'ai regardé le calibrage. J'étais content parce que j'ai vu qu'il était mal calibré. Bon, je ne sais pas si chez les chiens, on fait le calibrage des recommandations humaines, mais c'était une cardiomyopathie sur une fibrillation atriale et c'était une drôle d'histoire. Donc, les filtres, vous allez voir que ce qui est recommandé par les sociétés savantes américaines, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les Français ne sont pas intéressés par l'électrocardiogramme. Les Américains, oui. Donc, il y a tous des tas de recommandations que vous pourrez trouver sur le site Internet qui sont téléchargeables, qui datent d'une dizaine d'années sur comment régler un appareil, quels sont les diagnostics possibles, etc. Ça, c'est le filtre. Alors, CA, ça veut dire courant alternatif. Il y a des filtres anti-musc et anti-dérive, parce que quand vous respirez, ça dérive. Regardez celui-là comme il est beau. Il y a un filtre anti-dérive. Il n'y a pas les 50 Hz. Évidemment, 50 Hz, vous le verriez sur un électro. Et vous avez le calibrage de cet appareil à 35 Hz qui donne des tracés absolument magnifiques. Mais méfiez-vous, tout ce qui est magnifique, c'est un peu comme Photoshop. Ce n'est pas la réalité. Voilà, donc 35 Hz, je vous l'ai montré là-haut. Et vous avez le répertoire, je vous ai déjà tout expliqué. Voilà. Donc, je vais passer sur la préparation de la peau du patient. C'est toujours un peu chiant, mais vous pourrez le relire au fur et à mesure, tout ce qu'il faut faire pour nettoyer les peaux, etc. Alors, évitez les seins. Jamais on met des électrocardiogrammes sur des seins. Il faut vraiment être débile. Je ne comprends même pas qu'on se pose la question. Plus vous vous éloignez du cœur, plus voilà. Alors, sous prétexte qu'il faut le mettre à tel espace et tel espace, et vous allez voir tout à l'heure, c'est totalement faux. Ça n'est jamais sur un sein, un électrocardiogramme. Alors, des fois, le sein entre les deux vers le sternum se rapproche beaucoup et ça peut gêner. C'est vrai. Et ben, vous mettez vraiment les électrodes à côté sur le sternum parce qu'on ne peut pas coller sur des seins. Sinon, ça déforme les signaux. L'électrode étant tournée dans un sens, elle doit être face au cœur et pas à 90 degrés. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Application des électrodes, bon, le gel, etc. Je vous laisserai lire, c'est un peu pénible. Là je voudrais vous parler de ça, qui est, je ne sais pas si on peut masquer ce truc-là, c'est un peu dommage. Peut-être le mettre ailleurs, je ne sais pas. Je ne crois pas. On va le mettre en bas. Voilà, on va le mettre en bas. Ça ne change pas grand-chose. Vous avez ici, les électrodes sont posées. Vous voyez. Alors, le fil ici, il est posé pour pas qu'il y ait de contour.
Normalement, le puriste, il n'y a pas, on ne chevauche pas les fils. Oui, il n'y a pas de chevaux, très très peu. Plus vous chevauchez, plus vous créez des courants magnétiques. Voilà. Donc, allongés, les électrodes sont préconisés allongés au repos. Donc, attention, quand vous faites des électrodes assis, ça génère des mouvements respiratoires et le cœur descend un peu par rapport à l'enregistrement des électrodes. Donc, vous êtes, si possible, à plat, respiration calme, avec une prévention d'électrodes. Bon, à notre époque, on peut toucher les barres en métal, on peut avoir des montres et tout ça. Ce n'est pas ça vraiment le problème. De mon temps, c'était un cauchemar. Maintenant, non, franchement, les artefacts sont bien supprimés par les appareils modernes. Donc voilà. Alors, on pose les électrodes. Alors, moi, j'ai mon moyen mnémotechnique, chacun le sien. Moi, c'est jeune, voyou, non recommandable. Et puis voilà, et je vous avais vu que je suis à droite. Jeune, voyou. Alors, le soleil brille dans l'appareil ou je ne sais pas quoi. Moi, je fais jaune, voyou, non recommandable. Alors, on y va avec le cours d'après, donc le rouge, le jaune. Alors, petit cours sur les dérivations frontales. Au début, j'aime bien quand même remercier Einthoven, ce n'est pas lui, hein, mais c'est un gars. Et vous voyez qu'il n'a pas la jambe droite, on ne s'en sert pas. On ne se sert que d'un faux triangle entre la main droite, la jambe droite et gauche et la main gauche. Et là, il y a une solution électrosodée et cet appareil-là amplifiait. Donc, en 1917, on a le premier électrocardiogramme. Sachez que Einthoven, là où il a été génial, c'est qu'il a découvert que qu'on enregistre ici ou qu'on enregistre là, bah finalement, c'est mieux là, comme ça, parce qu'on a un véritable triangle plus visible pour voir les mouvements électriques dans les trois sens. C'est-à-dire, dans ce sens-là, c'est D1, dans le sens-là, c'est-à-dire c'est D2, et dans ce sens-là, c'est D3. Il a inventé D2, D3, et surtout, ce qu'il a été très fort, c'est qu'il a inventé la règle de nullité. Et je ne vous cache pas, je n'ai jamais compris comment ça se fait. Mais D1 plus D, comme c'est écrit, D2 égale D1 plus D3. Et je ne sais pas comment c'est fait parce que autant D1, je comprends que ce soit horizontal, mais là, il n'y a pas vraiment 60 degrés et pas 60 degrés. Donc, il y a un réajustement des machines. Quoi que vous fassiez ici, que vous le déplaciez, vous le mettiez sur l'autre jambe ou ailleurs, vous aurez toujours 60 degrés. D'ailleurs, que vous mettiez cet électrode là ou là, vous verrez, il n'y a aucune différence. Donc, je n'ai pas très bien compris comment ça marchait. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais sachez que D2 égale D1 plus D3, c'est fondamental. Les dérivations de Einthoven 1917, il a fallu attendre 42 pour Goldberger et les autres dérivations. Elles sont fabriquées à partir de ça. Ces dérivations n'existent pas. Elles sont amplifiées pour des raisons de filtre initial et elles sont amplifiées de telle façon que VF égale D2 plus D3. C'est-à-dire que VF, on nous dit le territoire D2, D3, VF, c'est le territoire inférieur. Ben, c'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas à côté, parce que ça, c'est de la chronologie stupide. Il aurait fallu mettre D2, D3 et VF à côté. Ça s'appelle la présentation de Cabrera. Et il aurait fallu mettre VL et D1 à côté. C'est un peu bébête, historiquement, de ne pas les avoir mis à côté. On aurait gagné du temps. Maintenant, notre cerveau est habitué, mais bon, c'est quand même un peu bébête. 1942, on invente une construction pour mieux voir le trou à 60 degrés entre D1 et D2 et à 60 degrés entre D2 et D3. Mais sachez que VF, c'est la moitié de D2 et D3, parce que VF est situé entre D2 et D3. Donc, il n'y a rien en VF qui ne soit visible en D2 et D3, c'est la moitié. Les dérivations de Wilson ont été inventées en 1931, c'est dérivations précordiales, et ça a été génial aussi, parce que finalement, il n'y a pas que des infarctus inférieurs, les infarctus antérieurs, et puis on voit beaucoup mieux le rythme, et notamment la dérivation V1 pour voir l'activité atriale qu'on voit mieux en D2, parce que D2, c'est dans l'axe du cœur à 60 degrés, et qu'on voit mieux en V1, parce que V1, c'est juste devant l'oreillette droite, qui initie l'automatisme cardiaque. Donc, les dérivations frontales, vous avez compris comment elles étaient construites. Moi, je ne sais pas comment c'est exact, ça marche aussi bien que ça, mais ça marche comme ça. Sur un électrocardiogramme, donc D1, c'est ça, moins D1, c'est ça, D2, on l'a vu, donc on n'enregistre que ces trois dérivations, et on reconstruit après, avec VR, VL, VF, des dérivations bipolaires, qui sont quand même bipolaires, hein, parce qu'elles sont fabriquées avec les autres dérivations bipolaires, c'est-à-dire d'un endroit à l'autre. Hein. Bipolaire, ça veut dire que ça va de là à là. Alors qu'unipolaire, ça va de là vers un plan postérieur reconstruit à l'aide de ces trois dérivations qu'on mélange, on met les trois, elles se touchent en fait, dans l'appareil, elles se touchent et elles créent une base postérieure. Et donc, on a vraiment un enregistrement des courants verticaux, enfin transversal, ça n'est plus possible puisque le cœur est couché. On a un enregistrement transversal du cœur
Et là, V6 est transversale comme ça, hein. Enfin, comme ça, plus exactement, parce que la face postérieure est constituée par ces 3 électrodes. Ça s'appelle la Terre. La Terre, ça veut dire que c'est pour éviter les courts-circuits. Vous pourriez la mettre là, ou là, ou là, ou là, ou n'importe où, parce que la Terre, on s'en fout. Et ce qui est très amusant aussi, un jour faites-le, c'est changer ces deux-là, et vous verrez, il n'y a aucune différence. Déjà, celle-là, vous pouvez la mettre n'importe où, ça ne change rien. Et celle-là, si vous la mettez là, vous aurez toujours un triangle d'Enthoven. Je l'ai fait, je suis incapable de vous dire quelle est la différence entre quand on met la jambe là. C'est assez mystérieux. Et on n'explique pas ça très bien. Enfin, moi, je ne sais pas le faire, et dommage. J'ai encore des choses à apprendre. Voilà, donc il faut bien connaître son matériel. Je vais avancer un peu pour vous dire que VL, voilà, on l'a déjà vu. Donc, les dérivations, comment ça marche finalement? Un courant électrique, quand vous avez une cellule qui se dépolarise, elle envoie du courant un petit peu par là, un petit peu par là, un petit peu par là, enfin, tous les cas, la masse ventriculaire qui est là, elle envoie à la fois du courant par là dans le temps, hein, elle peut commencer par ici, puis elle continue par là, etc. Donc, en D1, D2, la projection de ce courant électrique qui est finalement envoyé dans ce sens-là, le vecteur surtout vers la gauche, très peu à droite, le courant électrique qui part de ce groupe de cellules qui vient de se dépolariser, manifestement domine en D2. Donc, on va avoir une onde R en D2 supérieure à R en D1 et toute petite en D3. Et c'est la projection sur les axes dans le temps qui va nous permettre de tracer un électrocardiogramme. Donc, la dépolarisation de ces groupes cellulaires dans le temps, ça donne un courant que je vais mesurer sur un électrocardiogramme en fonction du temps. Donc, attention il y a une tentation chez beaucoup de gens, c'est de dire « Ah, ben moi, j'ai appris que… » Alors, les infirmiers, ne faites pas ça parce qu'on vous dit que, mais non. Quand vous faites thorax et abdomen, pour simplifier, ça évite de déshabiller les gens. Non, regardez, ça modifie l'électrocardiogramme. D'accord ? Quand vous êtes trop près du cœur, vous avez la perte de la résistance qui est liée au carré de la distance et vous amplifiez les signaux, vous changez les axes. Vous voyez, là, il y a R inférieur à S, là, il y a R supérieur à S. Bon, c'est un peu caricatural dans cette publication qui est en dessous, là, mais vous la verrez ailleurs. C'est un peu plus caricatural, mais c'est voilà. C'est écrit ici. Ne faites pas, sauf des épreuves d'effort ou alors du monitoring de rythme, hein, vous faites du SMUR. Bon, ça vous emmerde les poignets et les chevilles, je comprends très bien, vous faites thorax et abdomen, mais ce n'est plus un électro, c'est du monitorage de rythme. Et après, celui qui refait l'électro, il dit il s'est modifié, d'accord, Bon, ça, c'est l'angle de Louis. Comment positionner les électrodes précordiales? C'est très important. La bonne technique, la technique académique, c'est de voir, alors là, je suis désolé, mais normalement, ça se voit chez tout le monde, et vous pouvez la palper chez vous. Il y a ici ce qu'on appelle l'angle de Louis. L'angle de Louis, c'est une saillie osseuse qui est située au niveau de la deuxième côte. Là, c'est la clavicule, vous ne vous trompez pas, première, deuxième. Tout le monde a une saillie osseuse, ou alors vous êtes complètement bizarre. Ici, vous pouvez la palper, d'ailleurs je me la palpe en ce moment, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un pont osseux qui relie les deux trucs et qui vous donne la position des deuxièmes côtes. Donc la méthode académique, c'est de dire deuxième côte, deuxième espace, troisième espace, quatrième espace. Je pose soit V1, soit V2, là en face, en parasternal, puis V3 sur la côte, V4 sur la ligne, V4 sur la ligne de la cinquième espace, puis V5 et V6 sur la même ligne horizontale. Là, on a l'impression que ce n'est pas horizontal parce que c'est une vue de haut, mais c'est compliqué à bien faire ressortir. Puis le patient est légèrement tordu exprès pour la photo, là. Mais V6, V5 et V4 à 1 mm près, on s'en fout des côtes, là. C'est l'horizontalité qu'on cherche. Alors que là, vous voyez que V3 est bien positionné entre V2 et V4. Donc moi, ce que je faisais avant, c'est que je mettais V1 puis V2. Après, je mettais V4 à un espace plus bas avec le doigt. Mais attention, il a l'impression qu'il y a beaucoup parce qu'il est tordu, le malade. Puis je mettais V3 sur la côte, puis V5, V6. Ça, c'est la technique que j'appellerais de Louis. Et puis, des fois, pour l'infarctus, on positionne V3R, V4R exactement en symétrie de ça, sur la côte et dans l'espace. Et puis, il y a d'autres dérivations, parfois, on en reparlera. Et vous avez la théorie exacte ici, soit sur le site Internet, soit si vous voulez le revoir en YouTube. Voilà. Donc,
Pourquoi il ne faut pas trop se tromper sur la position des électrodes? Parce que, vous voyez, ici, le cœur est petit finalement. Vous savez qu'un cœur, ça fait 12 fois 9 fois 6. C'est-à-dire que c'est tout petit, un cœur. Et si vous commencez à enregistrer ici ou là, bah, vous n'enregistrez pas le cœur. C'est très important d'avoir une électrode qui enregistre le cœur. Alors, il enregistre tout ce qui se passe électriquement sous cette électrode. Celle-là, elle enregistre avec ce qu'on appelle un angle solide. Tous les signaux électriques qui lui arrivent depuis là et là. Là, pareil. Et là, pareil. Donc, si vous commencez à avoir des cardiopathies dilatées, il faut vraiment mesurer. C'est pour ça que le choc de pointe est divisé en bas et à gauche dans les cardiopathies dilatées. Ce n'est pas grave, vous laissez vos électrodes là, c'est la méthode de référence. Mais si dans les cardiopathies dilatées, vous les mettiez plus bas, vous auriez d'autres signaux, mais ce n'est pas académique. Bon, alors comment je fais moi? Regardez mon doigt sur l'électrode là, je ne fais plus jamais la recherche de l'angle de Louis. Je vois le sillon sous ma mère. Alors je le vois, là je le palpe parce que je fais de l'échographie cardiaque et je sais très bien qu'ici, c'est la fenêtre apicale du cœur. Comme V4, c'est l'apex du cœur, et que j'ai toujours mis, non pas sur une côte mon échographe, mais dans mon espace, eh bien j'ai trouvé, l'angle de Louis, regardez, on le voit bien là. Avec le doigt, je mets V4 en premier. D'accord? Donc, je mets V4 en premier. Puis après, je mets, comme je vous l'ai dit, je mets V2, puis V3 au milieu, et V4 et V5. Donc, une seule électrode bien mise dans le sillon sous ma mère, palpée avec l'index. Franchement, il faut 5 secondes à n'importe qui. Enfin, au bout de 2 patients, vous allez trouver où était cet espace. Et ça n'a aucune importance que ce soit un homme, une femme avec une gynécomastie ou même une chirurgie mammaire. Ça marche toujours. Vous êtes exactement à l'apex du cœur. Donc, il y a 99% de positivité parfaite. Je peux vous dire que c'est la meilleure méthode, parce que l'angle de Louis, les gens se trompent. Ils ne savent pas bien le mesurer. Et puis, les infirmières font les clavicules. Alors, elles se trompent d'un espace. Bon, vous verrez sur la formation YouTube précédente comment bien faire un électro, comment elles se trompent. V4, je mets V4, V1, V2, puis V3, puis V5, V6. OK. Donc, voilà ce que ça donne après dans l'espace. Donc, c'est vraiment V1 regarde le VD et l'OD. V4 est à la pointe du cœur. Là, il y a un petit angle encore à V3. Tout ça est connu. C'est répertorié les angles. Et V6 regarde un peu le VG de travers, mais il ne voit pas bien la paroi basale, V6. C'est pour ça que des fois, on met V7, V8, V9 ici pour bien voir la paroi latérobasale du VG. Pour certains infarctus, ça rend des services. Moi, je vous dis, je n'aime pas trop. Regardez la distance qu'il y a entre le cœur et la paroi latérobasale. Elle est très grande. Donc, on ne voit plus grand-chose. Les QRS sont tout petits par cette méthode. Alors que la méthode V1, V2 permet très bien de voir le VG. On est beaucoup plus proche du cœur. Et finalement, on voit un courant de lésion négative. Là, on verra un courant de lésion positive, mais ce n'est pas très intéressant. Je trouve qu'on en a fait beaucoup de flancs de ces électrodes. Alors, chez notre ami du début, vous pouvez, si vous avez compris, positionner vous-même avec votre œil le bon endroit des électrodes. Okay, puisque à la fois, on voit bien les côtes, donc l'angle de Louis, là, magnifique. Donc là, il est sur le deuxième espace, d'accord? Et puis, à la fois, on voit le sillon sous ma mère, où je vais mettre mon doigt qui est là, d'accord? C'est symétrique, là, il est là. Donc, je vais démarrer, moi, ici, et c'est quand même beaucoup plus simple pour positionner mes électrodes. Vous voyez que j'étais quand même... Voilà comment je fais en pratique, et ça donne ça. Vous voyez que là, il a fait strictement n'importe quoi, celui qui a enregistré. J'ai cru que je rêvais, mais non, je ne rêve pas. Voilà. Alors, chez cette dame, c'est pareil, elle a une mastie. J'aurais pu mettre même mieux ma flèche dans le trou. Ici, c'est difficile avec le doigt. Vous êtes dans le sillon sous ma mère. Vous mettez l'index sous le sillon sous ma main. Il y a un trou. Souvent, le sein se relève en mettant le doigt. Vous mettez V2 et V1. Alors, il y a un peu de traviole parce que c'est une photo avec un iPhone légèrement. Donc, V1, V2, si possible, pas sur les seins même. On devra le mettre un peu plus présent là, un peu plus présent ici. Et là, toujours sur la côte, ici, pour être bien. Alors, ça vous fait peut-être un tout petit, mais jamais sur le sein. Et donc, ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. Tout est faux, comme d'habitude. Voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça donne comme résultat quand vous faites ça? Ça donne ça. C'est-à-dire que vous êtes
V1, V2 trop haute, vous êtes en position deuxième espace, là en position troisième espace. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez là, à savoir que j'ai une jolie onde R qui grandit de V1 à V4, une jolie onde S qui grandit de V1 à V2 et qui redescend V3 à V4. Là, je n'ai pas d'onde R, j'ai une fausse onde R'. C'est des faux blocs incomplets droits. Souvent, vous verrez qu'il y a plein de gens, vous appréciez ça des blocs incomplets, mais ce n'est pas du tout les blocs incomplets. C'est que vos électrodes sont trop hautes ou alors que les sujets sont jeunes et longs. C'est tout à fait normal si le QRS est fin. Il y a une onde Q de nécrose là. Et c'est tout simplement parce que vos électrodes sont mal mises. C'est spectaculaire chez certaines personnes, chez d'autres, ça ne joue pas beaucoup. Donc là, c'est parti pour la troponine, là, c'est parti pour l'infarctus, la vie cardio, le brogadage, j'en sais rien, tout simplement parce qu'on ne sait pas mettre les électrodes correctement. Donc, une petite technique simple dont on reparlera pour les infirmiers, les médecins, surtout les médecins qui font un peu d'urgence. Vous voyez, ici, on ne voit pas bien les ondes P. Donc, pour la position des électrodes, on le reverra. Mais il est intéressant des fois de mettre des électrodes en amplification d'oreillette autour de V1. C'est-à-dire que le bras, on le met tout près du thorax et la jambe gauche, on le met tout près du sternum, donc dans l'épigaste. Et on a une jolie amplification, on appelle ça la dérivation de Luan. C'est parfois utile si on ne voit rien. Souvent, bon, on peut quand même les voir ou attendre un petit peu que ça se démasque. Mais des fois, honnêtement, c'est bien pour ça une tachycardie. Je voulais vous en parler brièvement. Là, c'est des tremblements. Donc, beaucoup de tremblements. Il y a deux techniques pour les tremblements. La première, c'est de modifier les électrodes des membres. Souvent, ce sont des tremblements distaux liés à la danse des tendons ici et là, chez les Parkinsoniens notamment. Donc, faites pas au cours d'un frisson. C'est impossible de faire un ECG autour d'un frisson. Donc, vous remontez dans la tête humérale et sur le grand trochanter, la saillie osseuse. Là, quand on tombe, on se blesse ici. Ben là, il n'y a pas de muscle. Et dans la saillie osseuse ici, il n'y en a pas sous le deltoïde. C'est des techniques. Regardez, ça marche très bien. Je l'ai fait. C'est spectaculaire. C'est le même malade. L'autre technique, c'est de filtrer. Alors, le filtre, voilà, ça c'est typiquement ce qu'on vous recommande en bas, là, vous voyez ici, 150 Hz. C'est ce qu'on vous recommande. Là, vous êtes sur le réseau 50 Hz en France et 60 aux États-Unis, et là, vous êtes bien calibré à 10 sur 10. D'accord ? Bah, c'est pas beau, quoi. Encore, c'est vilain. Nous, on aime bien donner des choses un peu belles. Souvent, il y a des publications avec des trucs comme ça me fait un peu rire. Donc, on va changer un tout petit peu les filtres et on va avoir ça quand on est en 35 Hz, c'est-à-dire les techniques d'enregistrement habituelles de l'hôpital. Et là, je suis en 20 Hz. Ouais, c'est noté en bas, 20. Là, je suis 35 et là, 150. Alors, qu'est-ce qui se passe? Plus vous filtrez, plus vous faites disparaître les signaux électriques, mais du coup, vous rabotez vos QRS. Regardez, 27, 26, 23. Donc, ça gêne un peu les calculs de QRS, de Sokolov, etc. Vous voyez que les ondes T sont même un petit peu moins profondes. Alors, les ondes T, c'est moins que les QRS, les différences, parce que c'est des signaux rapides, les QRS. Donc, les signaux rapides sont filtrés. Et regardez, là, vous êtes à 17, 15 et 13. Donc, vous perdez 20% en hyperfiltrant. Il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut noter le filtre et qu'il soit visible sur un appareil électrocardiogramme. Si vous voulez faire de la médecine un peu académique, j'espère que ça ne vous emmerde pas trop, c'est un peu long, mais bon. Sachez que les filtres réduisent l'amplitude des QRS, au moins vous pourrez apprendre ça aux autres et vous serez moins bête. Alors, avant de lire un électrocardiogramme, il faut techniquement vérifier la position des électrodes, c'est-à-dire la position de V1, V6, d'accord ? Donc là, vous les avez là, V1, V2. Ouais. Donc si vous vous trompez, on l'a dit, c'est un tout petit organe 12, 9, 6, ça va un peu merder. Donc, il faut vérifier la position des électrodes, par exemple frontales, ce qu'on appelle les électrodes des membres, ou frontales, ou les électrodes précordiales ou horizontales. OK ? Donc, la position des électrodes, c'est essentiel. Pour qu'un, vous voyez qu'ici, V1 et, comment dirais-je, V1 est une dérivation qui ressemble à VR, V1 et VR. Donc, c'est bien que V1 et VR se ressemblent. C'est bien aussi que V6 et D1 se ressemblent. V6 et D1. C'est bien, ça. Ensuite, c'est bien que l'onde P soit positive en D1, D2, on le reverra, mais déjà vérifier ce carré. On verra que V2, c'est VL. Les gens ne le savent pas, mais souvent V2 ressemble à VL. Pas toujours, parce qu'il y a quand même 90 degrés d'axe. V3, c'est VF. Les gens ne le savent pas, mais c'est vrai que c'est assez drôle, souvent.
Et c'est un signe que le cœur va très bien, alors quand tout ressemble bien. Mais souvent, il y a les différences, c'est vrai. Alors, vous voyez que V3 ici ne ressemble pas vraiment à VF. Hein. Donc, ce n'est pas toujours vrai cette règle. Mais c'est vrai pour VR, V1. Il n'y a aucune règle qui sont vraies dans l'électro de toute façon. OK. Donc, on vérifie ça. Vous voyez, ici, D1 et V6 se ressemblent et V1 VR se ressemblent. Alors là, c'est caricatural. C'est le sujet de mon ancien webmaster que je remercie. Et donc, on y va et on voit une croissance harmonieuse de l'onde d'air de V1 V4. Comme c'est joliment disposé devant le ventricule gauche, je dois avoir du muscle qui apparaît de plus en plus je me rapproche du ventricule gauche. Donc, j'ai une croissance harmonieuse jusqu'à V4 qui est vraiment la pointe du cœur. Là, je suis devant le cœur. Donc, on dit la l'onde d'air grandit jusqu'à V4, voire V5, puis redescend. On le reverra. Presque 5% des électrodes des membres sont fausses, parce qu'on est dans le stress, parce que les gens ne connaissent pas les codes couleurs, parce qu'on délègue à des gens qui ne savent pas faire, la stagiaire, l'externe. Et voilà, c'est délégué énormément le CG. Ce n'est pas valorisant, c'est mal payé, ça fait chier tout le monde, donc on délègue aux gens qui ne savent pas. Donc, il y a une technique pour repérer les anomalies d'électrodes frontales que je vais vous montrer. La première technique, c'est de vérifier que PQRS est positif en D1 et D2. D'accord ? Alors, parfois D3, ce n'est pas obligatoire, mais D1, D2, c'est toujours obligatoire. Le QRS, c'est bien qu'il soit positif, et là, l'onde T, c'est bien qu'elle soit positive aussi. On va voir ça. Donc, une onde P en D1, D2, déjà, c'est vachement bien. Et si D1 est positif, c'est vachement bien aussi. Sinon, alerte. Attention, toujours, on pense à technique, ensuite on pense à variance de la normale, ensuite on pense à anomalie pathologique. D'accord ? Donc là, on est sur du normal. Regardez ce qui se passe quand on inverse le bras droit et le bras gauche. Dès que vous inversez le bras droit, P devient négative en D1 et le QRS aussi, il s'est inversé. Donc, vérifiez que P et QRS est positif en D1. Si c'est négatif, il y a erreur d'électrode ou une autre maladie. Hein. Bon, il y a la technique et il y a une autre maladie. Mais je ne suis pas d'accord avec cette électrode. Si, deuxième règle, j'ai une seule dérivation D2, D3, D1 qui est plate, c'est qu'il y a possiblement une erreur d'électrode. En général, c'est un très bon signe pour détecter une erreur d'électrode, c'est qu'une électrode soit quasiment plate. D'accord ? Et la troisième règle, plus rare mais très importante, c'est quand le QRS est totalement négatif avec l'onde P, le QRS et l'onde T en D3. Là, je l'ai puisque la jambe gauche est concernée par l'inversion de D3. La jambe gauche est inversée et la jambe gauche est inversée. Quand ce n'est pas la jambe gauche qui est concernée, D3 est bien. La jambe gauche, c'est justement elle qui va faire D3. Donc, là, bras droit, bras gauche, c'est horizontal, donc ça va être la dérivation horizontale. Donc, trois règles à retenir. L'inversion en D1 de P, l'inversion de tout en D3 et une truc plane. Donc, vous ne devez pas avoir ça. OK. Donc, voici un patient, justement, vous faites la checklist de vos électrodes, d'accord ? Et vous voyez, normalement, je vous laisse regarder un petit peu, pour un ECG normal, hein, bon, les autres, ça ne veut pas dire qu'ils sont anormaux, hein, ça veut dire que la normalité, c'est bien. L'onde P doit être positive en D1, d'accord ? Vous voyez que ce n'est pas le cas ici. Ensuite, on a dit D1 doit ressembler à V6. Et vous voyez que ce n'est pas le cas ici. Et VR avec V1. Et vous voyez que ce n'est pas le cas ici. D'accord ? On doit avoir aussi une croissance harmonieuse de V1 à V4. R grandit de V1 à V4. Pas vraiment. Hein. Regardez. R grandit de V1 à V4. Pas vraiment. Donc, ça ne va pas. Croissance habituelle de S de V1 à V2, c'est la 12e règle de base. S grandit de V1 à V2, pas du tout. Donc là, je suis sûr qu'il y a une erreur d'électrode. Donc, il y a beaucoup d'erreurs d'électrode. Je crois qu'on le reverra en exercice. Là, je crois qu'on l'a bien fait. Il y a une inversion bras droit, bras gauche, puisque D3 est positif, tout bien. Ce n'est pas la jambe gauche, c'est vraiment bras droit, bras gauche. Et vous avez une inversion V2, V5. Okay, avec votre cerveau, vous pouvez refaire maintenant la croissance de R de V1 à V2, puis à V3 ou V4, et redescente en V5, et une croissance de l'onde S de V1 à V2, et puis redescente en V3 et V4. Voilà, c'est vraiment un bon utilisateur de savoir faire ça. Voilà, je crois qu'on a terminé avec ce premier cours. Je vais vous laisser poser des questions dans 2 minutes. Je crois que vous avez bien vu comment faire un électrocardiogramme avec tous les pièges.
Et voilà, il faudra donc mettre les carrés noirs en bas, l'horodatage, le lieu, l'identité, le calibrage. Ça doit être automatique, hein. Les filtres, alors 0 à 150, vous avez vu qu'il faut mettre souvent moins, mais que ça diminue la taille des QRS. Le patient doit être couché, allongé au repos à plat, et que la position parfaite des électrodes doit être connue. Le contrôle D1, V6 est obligatoire, aucune dérivation nulle, pas de D3 inversé. Une croissance harmonieuse, les QRS, ce n'est pas V1, V6, mais bon, c'est V1, V4, mais enfin si c'est V1, V6 quand même. Voilà, et vérification ultime, c'est ça, c'est-à-dire que le nom du malade figure ici, avec son âge, les constantes sont bien affichées, les calibrages, et que tout est bien horodaté, et vous avez tout bien en place. C'est vraiment avant d'imprimer, de le donner au patient, et quand vous avez fini, voilà, là, je vous ai remis tout ça bien en place, les filtres recommandés. Vous le regardez sur le sujet, vous avez toutes ces valeurs, on va les étudier tout à l'heure dans le deuxième cours, et ça c'est moins utile. Et voilà. Comment conseiller un appareil en 10 minutes, et on aura terminé ce premier cours. Je vois que je suis toujours un peu long. Bah, vous avez compris. Vous avez compris qu'il faut qu'on puisse quand même avoir un peu de matériel électrique. C'est-à-dire que là, c'est un ECG qu'on appelle un 3 pistes sur 10 secondes. Un ECG fait 10 secondes. 3 pistes, 10 secondes, ça fait 30 secondes d'information. Et vous voyez que ça, c'est bien gentil de nous mettre du Eindhoven, du Goldberger et du Wilson, mais c'est dommage de ne pas les aligner verticalement, et c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment une bande de rythme. Regardez, quand je rajoute, là, on ne comprend rien au rythme. On verra tout à l'heure, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe. Il faut fuir les monopistes, il faut éviter les 3 pistes. Beaucoup de gens vont acheter les 3 pistes croyant que c'est plus petit, que c'est moins cher et que c'est bien. Non, dès qu'un électro est difficile, on n'a que 30 secondes d'information et on n'a pas cette dérivation de rythme, au moins une dérivation de rythme, toujours pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors là, il a mis D1 en réglage, qui est un peu stupide, parce que D1 n'est jamais une dérivation de rythme, c'est soit D2, soit V1. C'est mal réglé. Mais au moins, on comprend un petit peu mieux le rythme. Là. Vous voyez, mais ce n'est pas parfait, il n'a même pas mis la bonne dans les réglages. Donc, pas d'une piste, jamais. D'abord, c'est difficile à découper, c'est difficile à scanner, c'est difficile à donner aux malades, c'est complètement has-been, une piste. Le 3 pistes, ça s'enroule surtout en papier. Alors, le papier roulant, vous évitez, hein, parce que le papier roulant, ça se perd, on ne sait pas comment les ranger dans un dossier. Donc, jamais des feuilles A4 uniquement, et des feuilles A4 qui se coupent bien, grâce au carré noir en bas que voici. Ensuite, quand vous faites des bilans de Disney, moi j'ai détesté cet appareil. Cet appareil, alors bon, il est horodaté, d'accord, il y a l'heure, c'est bien, mais vous voyez, il n'y a pas les filtres, on ne sait pas ce que c'est, et puis c'est un vrai bazar, quoi. Regardez-moi ça. C'est un appareil vendu, hein, qui marche pas mal, hein. Je les ai engueulés, les vendeurs. Je dis, mais vous vous rendez compte, comment voulez-vous que le clinicien il fasse attention au fait que vous, tout ça pour faire tenir, toute cette ligne ne sert à rien, et que pour faire votre appareil électrocardiogramme, vous avez mis cette ligne stupide ici, vous avez cassé, au lieu de nous faire un bel alignement bien visible, en plus vous changez les voltages, faites-nous vraiment un 6 pistes correct, et puis vous ne nous donnez même pas ici les valeurs des filtres, ça ne va pas du tout, quoi. On veut les valeurs des filtres, on veut savoir quel est cet appareil, comment il s'appelle, et on veut connaître la version, on veut savoir quand est-ce qu'il a été mis à jour. On veut retraite, ben, on cause français quand même en France. On peut mettre des vraies valeurs. Pourquoi vous nous vendez la version américaine? Ils m'énervent, les vendeurs. J'aurais fait passer, ils sont mal tombés avec moi. Aux urgences de Saint-Louis, j'ai essayé celui-là aussi. Il est bien. Enfin, il est bien. C'est un 6 pistes. Il paraît bien comme ça. Il y a tout et pas mal de choses. Mais vous voyez qu'il n'a pas la bande de rythme. J'aurais dit, mais vous ne pouvez pas faire ça. J'ai besoin de voir V1 en face de toutes ces dérivations, car c'est orthogonal pour le rythme, et j'ai besoin de voir D2 en dessous pour voir le rythme en face de V1. Ce n'est pas faire de l'électro que de donner des résultats comme ça. Il y a trop de place ici, là. Ça ne sert à rien, ça. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est revu par. Et ça, c'est très important. Les erreurs médicales surviennent presque toujours parce qu'on ne sait pas, j'ai assisté à des plaintes légales, on ne sait pas qui a fait l'électro, on ne sait pas qui l'a relu. Et je peux vous jurer qu'aux États-Unis, on sait qui a fait l'électro et on sait qui l'a relu et qui l'a validé. Et ça, c'est barré aux États-Unis. C'est-à-dire que
on ne donne pas n'importe quoi au patient. Bon, il a un PR court, c'est vrai, 116. Il a une petite arythmie respiratoire sinusale, bon, rien de méchant. Et là, il ne sait pas trop quoi faire sur le trouble de conduction intraventriculaire. Il ne sait pas quoi en faire. En fait, si vous voulez, on le verra tout à l'heure, QRS 88 millisecondes, ce n'est pas un bloc incomplet, c'est normal. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de RS-R' à cause des électrodes un peu hautes et que c'est normal chez un sujet jeune si l'ondesse n'est pas large ici et que le QRS fait moins de 110. Donc, il ne sait pas ça. Il est mal programmé en plus. Il devrait savoir que c'est normal un RS-R' en V1 si on fait moins de 110. Donc, revue par, j'insiste énormément là-dessus, pour que ça soit exigé une validation par les médecins qui relisent. Ça doit être rayé, mis à jour. On ne doit pas donner n'importe quoi à un malade. D'accord ? Bah justement, voilà, les Américains, ils travaillent autrement. Regardez-moi ça. Les Américains, très vite, moi j'ai bossé là-bas, j'ai été emballé par une médecine plus chère, mais il y a la race, incroyable, female, âge, la date, ok, la date, ok, 7 heures, emergency dependent, le service, bon, ok. Il y a pourquoi on a fait le CG, ça veut dire short of breath, ça veut dire dyspnée. Qui l'a demandé, qui l'a confirmé, et quel est l'hôpital, quelle est la version de l'appareil, et toutes les valeurs dont on a parlé minimum, il ne s'emmerde pas trop, il précise bien ce qu'il fait. Il écrit extrêmement bien la speed, la chest, le truc, les filtres, et ça, je sais pas ce que c'est. OK, donc on a beaucoup de choses à faire. La sécurité d'un appareil électrocardiographe, ce n'est pas simplement publier n'importe quoi, c'est vraiment ça que j'aime, et je reconnais que les Américains sont largement en avance sur nous dans tellement de domaines. On peut les critiquer, c'est cher, mais c'est quand même autre chose. Ils ont des défauts. Ah, alors là, je suis un petit peu ennuyé parce que je n'avais pas prévu de vous montrer cette diapo. Je vais donc quitter le diaporama pour vous montrer. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu d'animation là. Alors, normalement, quand on fait une animation, je vais le virer. Ouais, c'est un peu dommage. Bon, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est que en bas, ouais, c'est complètement raté ça. Bon, c'est pas très grave. Là, en bas, vous avez le choix entre D2 et V1. Vous voyez, en V1, on voit très bien les ondes P. Alors là, les ondes P, je suis désolé, mais je n'ai pas prévu. Je ne sais pas pourquoi l'animation n'a pas fonctionné. Les ondes P, on les voit très bien en V1, on ne les voit pas en D2. C'est pour vous montrer qu'on peut vraiment attendre beaucoup de choses, des réglages a posteriori sur écran. Et je voulais vous montrer ça, c'est vraiment superbe, les ordinateurs qui mettent les écrans on ne peut pas travailler sur papier, on ne peut pas modifier. Par contre, si vous avez sur votre ordinateur les images qui ont été transférées, alors vous voyez qu'on peut faire des intervalles RR, de la détection d'ondes P, on peut choisir D2, V1, on peut modifier les pré-trucs. Je vous engage à avoir des appareils électrocardiogrammes avec un outil logiciel sur votre ordinateur. Si vous aimez ça, hein, évidemment, si ça vous emmerde, vous êtes un cours de débutant, mais sachez que l'intelligence artificielle et les imageries modifiables sur écran sont, à mon avis, l'avenir. Je vous ai repris tout ça sur les exigences pour ceux qui veulent choisir un électro, et je vous laisserai les lire. C'est un peu rasant, les écrans, les évaluations, les tests. Il y a beaucoup de choses à savoir quand vous achetez un appareil dans votre cabinet. Acheter le moins cher n'est pas forcément une bonne idée à long terme. Il y a quand même beaucoup de choses à connaître sur le travail sur écran, les évaluations, les mises à jour, l'intuitivité des touches. Vérifiez qu'on ne vous vend pas un truc absolument comme votre ordinateur parfois ou votre four. On ne comprend rien, quoi. C'est vraiment dans un monde où on ne comprend rien. Voilà. Et puis, juste pour finir, peut-être, sachez qu'il y a d'autres techniques pour des gens qui font de l'ambulatoire, comme le cardio-ségur, qui est validé comme étant un bon élément, juste avec 4 électrodes, et on vous fait 12 dérivations. Et ça a été comparé avec des méthodes modernes. Ça permet quand même de ne pas avoir trop d'électrodes à poser et d'avoir sur un téléphone, vous vous rendez compte, un bel électrocardiogramme. Donc, renseignez-vous avant d'acheter des appareils compliqués en ambulatoire. Sachez qu'il y a cette méthode-là qui est pas mal. Il y en a beaucoup d'autres, la ceinture qu'on plaque comme ça sur le thorax, qui est pas mal. Et voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour vous donner la parole.